Pour nos frères combattants, il faut savoir que la lutte continue. Il faut juste que nous puissions maintenant nous mettre ensemble pour avoir plus de stratégies et puis être efficaces. L'ennemi de l'Afrique ne sera jamais africain. Du Sud prend part à la stabilisation du Congo. Nous avons la première réserve du coltan dans le monde. Nous avons la deuxième réserve du cobalt dans le monde. Nous avons un pays tellement riche qu'il suffit de jeter une graine pour que cela pousse l'année qui vient. On endette l'Afrique et puis on veut que notre jeunesse puisse être dans ce qu'on appelle l'amusement et la perdition. Sinon, d'ici 50 ans, 60 ans, il n'y aura plus des Africains dans ce même continent. Déjà, nous sommes envahis par les Chinois, je l'ai dit juste en passant. Vous savez que non, le titre fait aussi like proud, you coming like proud in front of people. You understand what I mean? Non, le problème aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour le poste. Nous l'avions toujours dit, s'il faut se donner des postes, nous pouvons nous le donner. Nous ne sommes pas ici dans une perspective de poste. Nous sommes ici dans une vision d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à la réalité qui s'est vue dans notre continent. Est-ce que vous savez que pendant que nous parlons des vice-présidents, est-ce que vous savez que 30 personnes sont aujourd'hui mortes à l'Équateur à cause de l'Ebola? Est-ce que vous savez qu'à Mbuji-Mayi, il n'y a pas d'eau, alors qu'il y a une rivière à côté qu'on peut facilement drainer de l'eau? Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, aujourd'hui, au moment où je vous parle, les infirmiers sont en grève? Est-ce que vous savez qu'en Afrique du Sud, aujourd'hui, il y a un débat important par rapport à la question de ce qu'ils appellent ici land question, par rapport à la terre? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une crise très importante au Cameroun entre les francophones et les anglophones, alors que ces deux concepts n'existent pas en Afrique? Est-ce que vous savez mais c'est que moi je sais, en Afrique, les gens aiment bien les titres. C'est ce qui fait que l'Afrique part au moins en shit. Tout à fait, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une difficulté. C'est comme si vous aussi, aujourd'hui ou après-demain, vous serez au Congo, le vice-président de la panafricaine, et vous commencez à manger sur l'argent. Et vous êtes devenu, et quant à moi, comment je vous appelle, vous êtes politicien, vous êtes un politicien, vous faites la politique. Donnez-moi un peu cette différence-là entre un politicien et celui qui fait la politique. Il y a une différence entre ce que nous appelons l'homme politique et de l'autre côté, il y a le politicien. Le tous sont dans une espèce de prise de part dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la chose publique, de la cité, de la politique. Mais pour répondre très facilement à votre question, pour avoir une idée plus facile, plus claire, parce que ceux qui nous suivent à la maison doivent comprendre aujourd'hui la dynamique même du parti panafricaniste. Parce que nous sommes ici en train de prôner les valeurs républicaines, les valeurs aujourd'hui humanistes, les valeurs d'intérêt social. Cela veut dire que nous sommes dans une logique de former des hommes politiques, pas de politiciens. Pourquoi? Parce que l'homme politique est celui qui pense à la prochaine génération. L'homme politique, c'est celui qui passe à la prochaine génération. Alors que le politicien, par contre, est celui qui pense à la prochaine élection. C'est ce que nous avons en RDC, où nous avons une classe politique composée de politiciens, des gens qui sont à la recherche permanente de confort matériel. Autour du fait est toujours ouverte à dire et à citer les noms. Vous avez rien à me faire, donc je suis là en Afrique du Sud. Si vous voulez mon adresse, je vais vous donner mon adresse et bien mon numéro aussi là. Donc Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les autres sont des politiciens. Ce sont de marionnettes de l'Occident. Aujourd'hui, changeons les noms. Ce sont des malhonnêtes des Occidents. Non, ce sont des politiciens parce qu'ils sont dans la gestion de la chose publique. Mais je vous dis que je n'aimerais pas parler de politiciens en politique parce que ces gens sont, par rapport à leurs agissements, on peut dire qu'ils sont des marionnettes de l'Occident. Ce sont des gens aujourd'hui... Expliquez-vous parce que les Congolais aiment bien l'explication. Non, mais il suffit de voir... les gens ont envie de dire, il suffit de se replacer dans le contexte même de l'UDPS. Le feu président de l'UDPS, M. Tshisekedi, appelait ceux qui sont en train de piller nos ressources. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas que la RDC aujourd'hui est menacée par un complot international. Est-ce que vous savez aujourd'hui que pendant que nous parlons, nous avons au compteur 8 millions de morts. Et 8 millions de morts aujourd'hui qui est la résultante même des actions des impérialistes. Cela veut dire que pendant que nous sommes au pays, il y a un groupe de gens, des blancs,
vendu, ils sont en train de penser comment ils peuvent diviser ces pays, comment ils peuvent saigner ce pays. Le coltan de la RDC, le cobalt, toutes ces richesses, à qui profite-t-elle? C'est pour vous dire aujourd'hui que quand un homme politique en RDC n'est pas capable de pointer du doigt les vrais problèmes du Congo, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la situation. Vous savez, je ne suis pas médecin, mais je pense que pour guérir le diabète, il faut prélever le taux du sucre dans le sang. Donc quand on ne sait même pas le taux du sucre dans le sang, on ne peut pas guérir le diabète. Je vous ai dit aujourd'hui que le vrai problème du Congo, il doit s'attraper par la queue. Le problème du Congo commence pas dans la tête, la queue. La tête et la queue. Le problème du Congo aujourd'hui commence quelque part, ce sont les multinationales aujourd'hui. Et si ceux qui se disent hommes politiques n'arrivent pas à le comprendre, c'est très décevant. Parce que dernièrement, on a vu M. Tshisekedi et M. Katumbi aller quémander des postes en Occident. Ce sont des attitudes aujourd'hui qu'on n'a pas vues à l'époque. Thomas Sankara en 1987 comprenait déjà ce que Katumbi et Tshisekedi aujourd'hui ne comprennent pas en 2021, en 2018. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes là et j'ai dit bien, j'aime bien cette prise de mission parce que les choses se passent bien, on explique bien et je suis très à l'aise dans cette chaise que je suis assis pour vous parler, chers téléspectateurs. Merci beaucoup à toi, Banque mondiale, exemple à Sauve Christophe Mani. Oh, je dis bien le président de la panafricaine. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'économie de l'Afrique part en avant? C'est ça, cette question-là. Est-ce que vous avez ces pistes-là à donner à l'économie du Congo, de l'Afrique, pour que nous soyons unis et que notre économie soit au moins élevée? Oui, très facile que l'Afrique aujourd'hui soit d'abord, premièrement, en suffisance alimentaire. Nous avons des terres arables en Afrique, nous n'avons pas de problème d'eau. Ça, c'est une chose, donc, parce que la première des choses dans tout État, c'est d'abord la nourriture. Il faut que les gens puissent manger. Donc, il faut d'abord que nous arrivions à cultiver et à nourrir notre population. La deuxième des choses, il faut que l'économie tourne. Ouais. Et pour qu'il y ait économie, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'inflation. La croissance économique. Tous les pays africains sont en train de courir derrière la croissance économique. C'est quoi la croissance économique? Il ne faut pas que les Africains puissent rester dans l'ignorance constante. La croissance économique aujourd'hui veut dire simplement la privatisation. Les pays qui appliquent qui est meilleur en privatisation reçoivent plus de cotes dans ce qu'on appelle la croissance économique. Un petit pays comme le Rwanda est meilleur en croissance économique. Ils ont connu la famine en 2016. Alors que leur croissance économique est à 7%. Donc vous comprenez que tout ça c'est de l'heure, c'est du mensonge de la FMI. Donc il faut que les Africains puissent d'abord comprendre aussi comment marche le circuit économique. Aujourd'hui, si un pays adhère à ce qu'on appelle la FMI, vous devez donner 20% de votre or. Ça c'est une chose. Il faut savoir aujourd'hui que la Banque mondiale, qui n'est pas une banque d'ailleurs, c'est un cartel de quelques multinationales. Ok. Si aujourd'hui un pays a besoin d'argent, si un pays, par exemple le Congo, veut emprunter de l'argent, il faut savoir d'ailleurs que dans la Banque centrale congolaise, il y a un expert de la Banque mondiale et de la FMI. Ils font quoi dans notre Banque centrale? Ça, il faut poser la question. Tout ça, les gens ne savent pas. Donc, le circuit économique, il faut que les Africains nous puissions contrôler qu'est-ce que nous produisons, à qui nous vendons, à notre prix. Est-ce que c'est profitable aujourd'hui que nous fassions les affaires avec les Européens? Est-ce que c'est profitable aujourd'hui que nous fassions les affaires avec l'Amérique latine? Il faudrait que nous ayons le pouvoir de choisir. Aujourd'hui, il y a des pays africains qui sont déstabilisés parce qu'ils font les affaires avec la Chine, alors que c'est plus profitable pour eux de... Nous allons revenir par rapport à l'impact de la Chine et les États-Unis et l'Amérique, donc disons, en Afrique. Donc nous allons revenir, vous avez déjà touché ça, donc je crois bien comprendre que vous avez touché. Je pars à Dims Maziba a dit, les Congo, on était petits. Quand on était petits, il y a eu nos papas, il y a eu nos vieux, on nous disait des choses que nous n'avons pas vues. Le Congo, c'est un pays riche. Nous avons l'or, diamant, coltan, cuivre. Il y a même une couche d'eau que nous n'avons pas utilisée. Nous avons une grande forêt, les forêts équatoriales, qui n'est pas même utilisée jusqu'à présent. Et comment est-ce possible, diront que non, les Congo devaient souffrir, devaient aller embaucher de l'argent aux banques mondiales pour au moins organiser des élections. Au moment où nous avons toutes ces choses-là, pourrez-vous peut-être, vous pourrez en avoir une idée à expliquer aux Congolais, parce que les Congolais sont en train de souffrir. Moi je te dis ce qui est vrai, les Congolais sont en train de mourir du faim. Mais on peut utiliser nos ressources. Le téléphone que nous avons aujourd'hui ici, ça s'est fait où? Ça vient où? C'est matière, ça vient du Congo.
vous ne pouvez pas me contredire, peut-être les télévisions que nous regardons ici en Afrique, les caméras que nous utilisons, toutes ces matières viennent ici en Afrique. Mais au moment où toutes ces choses viennent en Afrique, mais les Africains meurent de faim. Ça ne se fait pas. Et pourquoi les Congo, avec toutes ces richesses-là, on ne s'y retrouve pas? Moi, je suis heureux qu'avant même que vous ne posiez la question, vous répondez vous-même à ces questions. Mais pour vous... Non, je ne réponds pas, j'essaie au moins d'éclaircir et de donner la facilité à ma question. Justement, je ne vois pas d'inconvénient non plus. Pour aborder aussi dans ce sens, je vous dirais qu'il y a un philosophe occidental qui a dit la meilleure richesse, c'est l'homme. Cela veut dire que vous pouvez avoir des tonnes de diamants d'or, s'il n'y a pas d'homme pour le faire fructifier, rien ne changera. Le cas du Congo est un cas assez complexe. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Congo, je pense qu'il faut savoir pointer du doigt les problèmes du Congo. Et j'en parle même dans mon premier ouvrage, Flames of Revolution, avec qui nous avons eu une interview avec vous par rapport à cela, où je dis que le problème du Congo se résume en trois. Il y a premièrement ce que nous appelons les multinationales. Aujourd'hui, dans l'idée panafricaniste, nous avions identifié les trois causes majeures du problème du Congo. Il y a les multinationales aujourd'hui, les capitalistes, des gens qui sont tapis dans les laboratoires occidentaux de manière à déstabiliser nos pays. Il y a en deuxième position les sous-traitants, c'est-à-dire qu'il y a des États en Afrique et partout ailleurs qui sont en train, n'est-ce pas, de jouer le jeu pour déstabiliser la RDC. Il y a le cas du Rwanda, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et même de l'Afrique du Sud. Parce que si vous lisez Charles Nana, qui est un aîné, qui est aussi un brillant expert de la situation du Congo, il vous dira même que l'Afrique du Sud prend part à la déstabilisation du Congo. Il y a de l'autre côté l'homme politique congolais aujourd'hui. Parce qu'il suffit de comprendre que si nous avons de plus en plus de Lumumba, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, il y a du mal que nous... il y a plus de chances que nous avancions. Parce que vous savez, vous l'avez dit aujourd'hui, nous avons eu, le président l'a dit, nous avons eu un pays avec 90% de terres arables. Nous avons la première réserve du coltan dans le monde. Nous avons la deuxième réserve du cobalt dans le monde. Nous avons un pays tellement riche qu'il suffit de jeter une graine pour que cela pousse l'année qui vient. Nous avons aujourd'hui le fleuve Congo qui a le plus grand débit en Afrique. Cela veut dire que le fleuve Congo à lui seul peut alimenter, du moins sur le plan eau, toute l'Afrique. Nous avons un pays qui est capable à lui seul de suffire à l'autosuffisance continentale. Ok, merci beaucoup Dims Maziba. Je crois bien nous chutons vers la fin, mais nous rentrons au panafricain. Quels sont le plus des panafricains en Afrique? D'abord, la première des choses, comme le panafricanisme l'exige, c'est d'abord l'unité du peuple africain. Okay? Sans unité, nous n'allons rien accomplir. Comme même en anglais, on dit unity is power. Il faut que le peuple africain puisse mettre de côté toutes ces divisions. Il faut savoir que ces divisions ethniques sont alimentées par ce qu'on appelle les impérialistes. Ouais, parce qu'en Afrique, on a des royaumes qui réunissaient des millions et des millions de personnes. Alors il faut que nous mettions d'abord de côté toutes ces différences ethniques, tribales, que nous soyons comme un seul corps. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, il y a une guerre contre le peuple noir. Okay, il faut que nous sachions, même les Noirs qui sont au Brésil, aujourd'hui la population la plus pauvre au Brésil, c'est les Noirs. Vous allez au Moyen-Orient, c'est toujours la même chose. Si vous avez cette peau, vous êtes en guerre et on veut notre restriction. 500 millions d'Africains sont morts, enfin, pendant l'esclavagisme. Donc, il faut que les Africains sachent que nous sommes en état d'extinction, il faut que nous venions ensemble. Et en venant ensemble, comme le vice-président l'a dit, nous avons besoin de développer un nouveau homme africain. C'est-à-dire qu'un nouveau homme africain qui pense d'une façon communautaire. Il faut savoir que nos sociétés africaines, traditionnelles africaines, étaient basées sur deux modèles, communautaires et privés aussi. Les gens travaillaient dans un champ commun et puis ils allaient aussi faire leurs propres affaires. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller tout droit dans la privatisation, partout en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans ce qu'on appelle les loisirs. Il y a des loisirs partout, il y a des grands stades qui se construisent en Afrique. Nous n'avons pas besoin de ça pour le moment en Afrique. Il y a nos enfants qui meurent de faim, il faut que nous travaillions. Il y a des guerres partout en Afrique, nous n'avons pas besoin de tous ces divertissements. Il faut savoir ce qui s'est passé en Europe. Aujourd'hui, je ne vais pas les dire si haut, mais dans le parti africain, comme le vice-président l'a dit, nous maîtrisons très bien le monde occidental.
Il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont injecté dans ce qu'on appelle les plans Marshall, les plans de la reconstruction de l'Europe, des milliards de dollars. Mais le but de cet argent-là, c'était de créer ce qu'on appelle aujourd'hui les casinos, l'amusement, amuser le peuple européen et puis les endetter. Le même processus est en train d'être fait aujourd'hui en Afrique. On endette l'Afrique et puis on veut que notre jeunesse puisse être dans ce qu'on appelle l'amusement et la perdition. Regardez la télévision aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous offre? Les talents des jeunes, on nous offre... c'est pas des émissions de, comment on appelle, les Télémundo. Nous n'avons pas besoin de ça. Nos jeunes doivent aller à l'école, nos jeunes doivent penser à l'avenir de demain parce que nous sommes en état d'extinction. Donc, pour le piste des solutions, je vais y revenir encore, nous avons besoin d'un leadership nouveau. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans les postes comme le vice-président l'a dit. Si nous nous poulions les postes, aujourd'hui nous ne serions pas ici, M. Arnaud. Nous serions au Congo en train de travailler quelque part. Et je ne vais pas dire où, mais je vous l'ai dit, nous ne sommes pas ici pour le poste. Nous sommes là parce que nous avons pris conscience qu'il faut que nous nous levions étant qu'un peuple. Sinon, d'ici 50 ans, 60 ans, il n'y aura plus des Africains dans ces mêmes continents. Déjà, nous sommes envahis par les Chinois, je l'ai dit juste en passant. Donc, il faut que nous ayons on en parlera des Chinois et les Américains donc, tout au cours de nos émissions. Donc, on dit bien que non. Compte de temps. Donc, nous allons chuter vraiment vers la fin. Mais on dit que c'est des hommes qui, avec moi ici, ils sont plus historiens que politiciens. Gims Maziba, qu'est-ce que vous dites pour la fin ou bien pour le futur de la panafricaine et de la RDC, de la politique de la RDC? Merci avant de le dire, permettez seulement que je rebondisse à votre analyse. Lorsque vous dites que nous sommes plus historiens que politiciens, ça m'amuse tout simplement et je pense que ceux qui nous suivent à la télévision aussi comprennent que vous n'avez pas raison. Par rapport au futur du panafricanisme, je pense qu'aujourd'hui, nous invitons ceux qui nous suivent à la télévision et partout ailleurs de se joindre à nous. Parce que ce combat aujourd'hui, c'est un combat d'unité. C'est un combat d'unité par rapport à une réalité quotidienne. Aujourd'hui, partout où nous allons, nous sommes victimes du racisme, nous sommes victimes de la haine permanente. Et ce n'est pas seulement dans le quotidien, même au plus haut sommet, au sommet de l'État, où nos États sont agressés. Donc aujourd'hui, la seule solution pour sortir du marasme, de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, est de s'unir. Donc nous ne pouvons pas lutter seuls. Nous avons besoin de têtes, nous avons besoin de bras. J'invite ici ceux qui nous suivent à la télévision, partout ailleurs, de n'importe quelle nationalité, de venir se joindre à nous de manière à ce que nous menions ensemble cette lutte contre les forces obscures qui pillent nos pays. Ok, ce qui est bon parce que vous lancez cet défi ou bien vous lancez cet appel à tout le monde. Donc j'aimerais bien que vous fassiez aussi un court appel en anglais. Speaking here, it was about Pan-Africanism, and as we all know that all over the world, our skin color determines how we have been treated. You can travel all over the world, you can go overseas, you can go here in South Africa, all over Africa. Black people are always suspects. And then that's the reason why we came with the ideology of Pan-Africanism. That's actually never started with us. That's something we started with people like Marcus Garvey, Malcolm X, Du Bois, and all those people who resisted against the imperialism. And as we're speaking, there is a way forward of us trying to unite. And that unite can only pass by Pan-Africanism. And we're inviting, we're calling all the Pan-Africanists all over the world to come and join in so that we can try to build our continent. C'est bien, le message est passé et je dirais au président aussi de lancer un petit message aux Congolais dans le monde. Les Hollandais, partout dans le monde, je dirais, et les combattants aussi. Je sais bien que vous aimez bien les combattants. Pour dire encore, revenir à l'histoire, il faut savoir qu'il n'y a rien au-dessus de l'histoire. Ouais. Ce qu'il y a au-dessus de l'histoire, c'est Dieu. Puis quand on parle des dieux, on parle de la révélation, donc ce n'est plus dans la logique. Donc l'histoire, c'est la mère de tous. Okay. Donc c'est important que les Africains comprennent un peu l'histoire. Pour le message, comme le vice-président l'a dit, nous faisons appel à tout le monde, de toute nationalité. Si vous vous reconnaissez africain, rejoignez notre lutte. Les combats, il est vrai, au moment où nous parlons, il y a des missiles qui sont en train d'être développés, il y a des chars de combat qui sont en train d'être développés. Nous ne faisons pas des bombes ici en Afrique. Alors,
qu'il y a des gens qui sont en train de faire des plans pour détruire ces beaux continents. Donc, le message est lancé à tout le monde. Rejoignez notre lutte. Et à nos frères combattants, je pense que nous sommes dans une logique de non-violence pour les moments. Il faut le dire parce que la guerre, elle est vraie. La lutte continue. Il faut juste que nous puissions maintenant nous mettre ensemble pour avoir plus de stratégies et puis être efficaces. Et j'appelle aussi à nos frères burkinabés, maliens, tunisiens, algériens, mozambicains. Il est temps de se réunir. Il est temps de se mettre ensemble. Mettons de côté toutes ces séparations qui, il faut savoir, bénéficient à un seul ennemi. Et nous connaissons tous ce qu'est l'ennemi de l'Afrique aujourd'hui. L'ennemi de l'Afrique ne sera jamais africain. Il faut que nous puissions comprendre cette manipulation qui est en train d'être faite par rapport aux autres pays africains pour déstabiliser les autres pays africains. Donc, pour moi, l'ultime chose aujourd'hui à faire, c'est de venir ensemble, que nous mettions de côté nos différences. Et surtout, je profite aussi pour remercier monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci, moi, merci à vous d'avoir été patient.